Donc, j'ai mis ce panel de discussion, donc c'est des invités. J'aurais pu inviter d'autres personnes et tout ça, mais voilà, j'ai pris ces personnes-là parce qu'elles ont des parcours vraiment très clairs et tout ça. Et donc, du coup, je voudrais que ça soit une discussion. C'est pas une conférence, c'est pas un débat, c'est parler de vous. Dans la plus libre expression, et après s'il y a des questions qui viennent, on verra. On sait pas où ça nous mènera, mais on sait juste que c'est un kiff de la musique. On le sait. Bonsoir à tous. Donc moi, comme il a annoncé, je suis Didier Aline. En fait, je travaille beaucoup dans le milieu de la distribution et dans l'édition musicale. Je viens de rentrer d'ailleurs chez un autre distributeur, parce qu'avant je travaillais en fait à Synchrophone, que j'ai créé au sein d'une boîte qui s'appelait Cyberproduction, qui faisait donc label, distribution et magasin de disques. Et donc j'ai produit des gens comme Théo Parrish, Alexis Shelby, Carl Craig. J'ai travaillé avec beaucoup de monde. Et donc en fait je suis DJ aussi en même temps. Mais bon, j'ai toujours un peu navigué dans plusieurs catégories en fait de la musique. Et ce reportage en fait représente vraiment en fait pour moi les bases de la musique électronique, qui sont comme Manchester en Angleterre, comme Chicago, New York, il y a aussi Paris, il y a aussi toutes les villes de province. Enfin, dans n'importe quelle ville, en fait, il y a vraiment de la musique, et c'est ce qui est le plus important, et surtout de garder vraiment cette qualité. Donc voilà, c'est un peu la générale, mais bon, je suis un peu un touche-à-tout. Et voilà, si vous avez des questions, et même sur des choses professionnelles, faut pas hésiter. Et puis je passe la place à Nick. Bonsoir tout le monde. Merci Rabat de l'invitation, c'était super en tout cas. J'ai vraiment beaucoup aimé le documentaire. Je m'appelle Nick V, je suis DJ à Paris depuis 1993. J'ai un événement qui s'appelle La Mona, que certains connaissent ici, qui est orienté house, disco, et on s'associe beaucoup avec la danse aussi. Pour faire vite, je suis venu... Comment ? Oui, non, mais je vais quand même laisser du temps pour les présentations. Mais je suis venu en France en 1987 et je suis né à Manchester. Et donc, j'ai bien connu cette période un peu de début en tant qu'adolescent à l'époque, où j'ai découvert la house music à travers les ondes de la radio et ces disques qui arrivaient d'Amérique assez rapidement. Et donc, j'ai connu le début de la house en 84, 85, 86, 87. Et je suis arrivé en France à ce moment-là. Donc voilà, on pourra en parler après. Mais c'est vrai que c'était très intéressant de vivre ce moment. Et surtout de le vivre dans deux pays différents. Et de voir comment ça a été, ça a pris de manière différente dans chaque pays. Je passe la main à Ricky. Salut. Donc moi c'est Ricky Soul, danseur depuis, 25-30 ans. Danseur de hip-hop d'abord, danseur de house. Donc j'ai fait partie, on va dire, de cette seconde vague, voilà, des premières personnes qui se sont mis à danser, à explorer, à danser la house. Donc je suis arrivé vraiment dans l'amour de cette musique à travers le mouvement en fait, à travers le mouvement. D'abord house, puis la house m'a emmené vers la techno. Donc ça c'est ce qu'il faut dire. À côté de ça, bon, je fais pas mal de choses. Je produis de la musique depuis quelques années, peu de temps, comparativement à Christian qui va se présenter, par exemple. Voilà. Et je joue de la basse. Voilà, je suis vraiment un passionné de musique. Et par rapport à cette histoire de la house et de la techno, ce qui m'a toujours inspiré, c'était le fait de pouvoir créer quelque chose qui soit en même temps futuriste et en même temps avec des racines très profondes. C'est pour ça que ça m'a toujours parlé d'abord au niveau de la danse. Et après, j'ai essayé de le retranscrire, comme j'ai dit, dans la danse, mais ensuite dans la musique et dans les projets que je fais. Par exemple, le projet qui s'appelle House en nous, qui est un projet qui mélange le fait de mixer, de créer de la musique, de créer de la danse
et de faire des événements, des soirées. Et vu que je suis d'origine de la Guadeloupe et de la Martinique, et que dans l'esprit de ces musiques-là, il faut exprimer qui on est, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire se rencontrer ces cultures afro-américaines de la house et de la techno avec les cultures du Gros-Cas, du Bilé, du Zouk de la Martinique et de la Guadeloupe. Et donc, c'est à travers ça, depuis quelques années, vraiment que je construis une identité. À côté de ça, au niveau de la danse, pour le dire, parce que c'est important pour moi de le dire, je fais partie d'un premier groupe dans les premiers qui ont dansé qui ont essayé de danser la house, qui ont dansé la house 7e sens, et affilié aussi à un collectif qui est pour moi un collectif de légende également, qui est O-Trip House, avec les deux des membres des 2 premières vagues de house dancers en France. Et enfin, en termes de chose que je dis souvent quand on me demande aussi d'où je viens, en termes de clubbing, je me considère comme, même si j'ai fréquenté pas mal de clubs, on a essuyé pas mal de clubs, il y a toujours une soirée, un club pour lequel on se sent vraiment affilié. Et moi, c'est vraiment les soirées atmosphère. Voilà, je suis un peu un atmosphère baby de Didier qui est là. Ça, voilà, Didier Tigeot qui est présent ici. Donc ça, je le dis souvent parce que en termes d'éducation musicale, c'est ce qui m'a beaucoup construit, parce que c'était house, c'était techno, c'était broken, c'était plein de choses. Et c'est ce qui a permis aussi, moi, de me construire comme je suis. Donc là, la personne qui vient de s'asseoir, c'est Chris Thomas. Je peux me présenter ça ? Bonjour à tous, désolé pour le retard. Chris Thomas, donc fan de house depuis la fin des années 80. J'ai fini par être DJ rapidement. Et puis en 99, j'ai fondé un label house avec un ami de là où j'habitais à Sarcelles. Et on a une 60aine de releases en vinyle et on continue toujours, même si on a un petit peu ralenti. Mais voilà, moi, mon parcours, c'est... Pardon ? Calomota Records. Et du coup, moi, mon parcours, c'est la house avant tout. Même si à la base, je viens du hip-hop, parce que dans les années 80, il y avait quand même un mélange des styles. Voilà. Après, j'ai beaucoup été à New York, donc j'ai eu la culture house que je l'ai beaucoup vécu à New York. Parce qu'à Paris, pour moi, il y avait moins de sens à clubber à Paris, parce que les clubs à Paris, c'était pas dingue. C'était pas assez mélangé. Il n'y avait pas ce que je souhaitais. Moi qui ai grandi dans un quartier populaire, quand j'étais à New York, je me suis dit, ça c'est ici, c'est mon univers. Donc ma culture house, je l'ai eue à New York surtout. Après, forcément ici, j'ai fait aussi des soirées importantes. Il y a notre pote Greg Gauthier qui fait des soirées depuis très longtemps sur Paris. Depuis les années 90, plutôt garage. Après, il a fait plus aussi deep house. DJ, Tijo, puis forcément on sort quand même à Paris. Mais c'est vrai qu'on va quand même chercher nos inspirations ailleurs. Et je pense que c'est pareil pour la danse. Vous avez beaucoup été inspiré par ce qui se passait aussi ailleurs. Parce que de toute façon, la house, c'est une musique internationale. Donc on en est là. Voilà, c'est ma présentation. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Voilà. Tiens, Christian. Excusez-moi, je m'appelle Christian Hamou. Mon nom de famille, c'est Hamou, donc voilà. Moi, je viens du sud de Paris, Montrouge exactement, dans le 92. Mes premiers pas avec la house music, c'était à l'âge de 14 ans, lors d'un voyage avec le centre culturel à New York. Après, j'ai cours de danse, cours de hip-hop, battle, etc. Et moi, depuis toujours, j'ai été toujours plus branché techno, musique électronique. Je parlais pas très house, même si j'écoutais, je jouais, j'allais aux soirées de Didier, Atmosphère, Greg Gauthier, etc. Je produis des artistes sur mon label qui s'appelle KA Records. Le K, comme on peut retrouver dans plein de pays africains, le K, la percussion, un appel, aussi une racine un peu comme Ricky. Très enraciné dans tout ce qui est technomusique. Moi, je suis content de voir ce documentaire parce que j'avais déjà vu des extraits un peu partout comme ça, sans avoir vraiment la finalité de quoi ça parlait vraiment. Comme je dis, je produis des artistes et je m'autoproduis.
Actuellement aussi sur des projets où on fait des teufs dans des hangars dans l'Île-de-France. Ça a commencé, ça fait le 5e événement qu'on fait comme ça, où ce que ça part un peu en vrille, quoi. Où on joue d'autres styles, des sous-genres, comme du gabber, du hardstyle, et de la musique électro un peu plus péchue. Voilà. On a l'habitude de crier ici. Donc du coup, l'idée de vous mettre en discussion devant un public, comme je l'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais juste lancer le truc parce que pour faire lien avec un peu les origines de la musique électronique, enfin de la techno et tout ça. Je voudrais qu'on y aille franco et tout ça avec pourquoi il y a eu une cassure avec les origines. D'où vient cette cassure? Si vous avez des mots pour l'expliquer ou pas. Avec quand on voit ça et comment c'est devenu, comment même c'est pris cette musique-là, pourquoi il y a une cassure? Et si vous l'expliquez pas, c'est possible. Non, attends. Parce qu'ils sont là depuis très longtemps. Après, vous pourrez apporter des précisions. Oh, c'est tout simplement le profit, quoi. Et puis après, il y a des gens qui gardent les origines, qui peuvent les transformer, comme les Anglais, qui ont beaucoup transformé en fait le son techno en fait avec des origines. Moi, je prends Dego de For Hero, pour moi, qui représente vraiment quelqu'un de très important dans la scène anglaise, mais lui, il l'a vraiment déformé dans le bon sens du terme en la transformant. Après, comme toute musique, de toute façon, je pense qu'on passe par des cycles et on passe par des gens qui arrivent parce qu'il y a un intérêt qui est quoi? Qui est l'argent. Alors après, avec l'argent, on peut faire beaucoup de choses. Parce que moi, j'ai eu la chance, bien sûr. Juste, je ne veux pas te couper. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je le redis, ça risque d'être pointu. Donc des fois, il y a peut-être des références qui vont vous manquer. N'hésitez pas à lever la main. Parce qu'il a glissé quelque chose, je ne sais pas si For Hero. Donc peut-être que... Oui, il y en a, c'est pour certains, mais n'hésitez pas à dire... Demandez, parce qu'en fait, c'est des gens très très importants, parce qu'en fait, ils ont vraiment eu cette base en fait, au niveau du son de Détroit, où ils ont vraiment des origines même du jazz. De toute façon, la techno, c'est la base du jazz, c'est l'ouverture sur la musique. Pour moi, ça représente ça. Ça veut dire que la techno, en fait, c'est free. Ça veut dire que c'est l'ouverture. Et Détroit, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Mad Mac en personne, qui est venu au magasin. On a parlé, et c'est quelqu'un en fait qui aime l'humain et qui a vraiment développé ça pour développer aussi des personnes qui étaient en manque d'argent et surtout les ouvertures, comme Mike Huckabee, qui est quelqu'un d'exceptionnel parce qu'en fait il apprenait aux gamins qui n'avaient pas de moyens de faire de la musique. Donc pour moi ces gens en fait ils représentent vraiment une identité pure. C'est quoi? C'est juste l'humain. Voilà. Mind Mike de Underground Resistance. Excusez-moi. Oui, alors pour répondre à ta question, je pense que ça fait, il y a une cassure depuis très longtemps en fait. Quand je suis arrivé en France, la musique techno et la musique house, très peu de personnes ne reconnaissaient cette musique et c'était souvent assimilé à une musique commerciale, à de la dance. Ça avait une connotation très négative. À un moment donné, ils ont dit dans le film, c'était une musique associée aux drogues et associée à la communauté gay. Donc en fait, si tu écoutais de la house, on disait en fait tu es gay. Ouais, il y avait vraiment une connotation très, très, très négative et ça a mis beaucoup de temps pour que les gens, en tout cas en France, que les médias acceptent ça et que commencent à en parler de façon positive. Mais au départ, je sais pas, on en avait parlé une fois avec JC, quand on allait acheter des disques ou quand on sortait dans des clubs à Paris, en fait, on le disait pas qu'on allait dans les soirées, dans les clubs, parce que c'était des clubs gays. Donc en fait, il y avait de la discrimination en fait par rapport à ça. Du coup, ça a mis beaucoup de temps pour être mieux compris
Et pour que cette histoire-là surgisse et que les gens comprennent que c'était une culture noire, ça a mis beaucoup de temps. Aussi parce qu'en France, il y avait une culture forte au niveau du rap et du hip-hop qui a fait que, en fait, les musiques électroniques ont été mises de côté un petit peu. Je pense, je ne sais pas si je me trompe, mais en tout cas, c'était un peu ce que j'ai vécu. Alors cette cassure, pour moi, c'est juste un truc cyclique qui arrive, ça arrive régulièrement. Cette cassure dont on parle là pour la techno, c'est la même qu'il y a eu avec le rock. C'est des musiques noires qui au départ sont locales ou underground, qui sont d'abord détestées, qui sont beaucoup trop fortes. Donc comme elles sont trop fortes, on y voit du profit. Voilà. Et donc comme les gens qui sont en position de faire du profit et du business, c'est plutôt la communauté blanche, voilà, dans ces pays-là. Donc forcément, ils vont commencer, dans certains styles de musique, à essayer de trouver des figures qui ressemblent plus à la branche des gens qui vont la consommer. Donc ça, c'est un cycle, hein. Après, il y a bien sûr, là, j'ai pris beaucoup de raccourcis, il y a beaucoup de détails à dire dans ça. Mais c'est beaucoup ça. Après, il y a beaucoup de choses par rapport à la manière dont la techno, la house sont arrivées. Et il y a des choses qui sont racontées dans le documentaire qui expliquent ça aussi, hein. Qui expliquent ça. Après, tu as fait une petite comparaison entre le hip-hop et voilà. Et c'est plutôt... ce qui est important de préciser, c'est que il y avait un imaginaire très très fort par rapport à la culture hip-hop. Beaucoup d'images, beaucoup de vidéos. On voyait beaucoup les artistes. Et concernant la house et la techno, peut-être un petit peu moins. Je ne dis pas qu'on ne les voyait pas parce que, comme vous avez vu dans le reportage, ils ont eu des succès commerciaux et tout ça. Hein. Attention. Hein. Mais ce n'était pas délivré exactement de la même manière. Et puis, il y avait aussi, par rapport à la communauté gay aussi, tout ce qui... voilà, tout ça. Donc, c'est ce qui fait que, pour parler de la France, il y a eu cette espèce de truc qui s'est dit comme si... je vais parler direct, ok ? Comme si du genre, le hip-hop, c'est pour les Noirs et les Arabes et les classes sociales qui sont dans les cités. Je fais des raccourcis, mais on se comprend. Hein. Et la house et la techno, c'est pour les Blancs, les gays. Voilà, ça, et ça s'est développé comme ça, même si, bien entendu, il y a toujours eu des gens qui faisaient fi de ces considérations-là. Mais c'est un peu ce qui s'est développé. Mais par rapport à la cassure, ouais, je le vois beaucoup comme ça, quoi. Il y a souvent ces styles de musique qui sont noirs et qui ensuite sont appropriés et dont on efface les origines pour des questions de business. Pour des questions de business, c'est sûr que quand ton héros te ressemble, tu vas acheter plus facilement. Ouais, je pense que... Non, je dis pas que je tiquais. J'aime pas la comparaison. C'est pas contre toi, mais je pense que des fois, il faut faire attention. Je pense qu'il y a toujours du bon dans n'importe quel. C'est pas une musique pour moi. C'est une musique qui rassemble. C'est pas une musique que blanc ou black. Excusez-moi, mais pour moi, c'est une musique qui rassemble. Non, black ou white, je m'en fous, blanc, black, beurre, tu vois, je veux dire, on est tous humains, on a tous la même couleur de sang, quoi. Pour moi, la techno, ça représente simplement... Ouais, excuse-moi. En 2 secondes. Ouais. Black, c'est noir, il n'y a pas de problème, dans la traduction, il n'y a pas de problème. Mais là, on est en France, et on sait très bien que malheureusement, voilà, le vocabulaire, la manière dont on utilise la langue de l'autre, ça peut changer la course de la vie d'un mot, quoi. Et black... Souvent en France, nous en tant que noirs, on l'a entendu vraiment de la bouche de gens qui avaient peur de dire noir. C'est bon, on est noir. Ah non, moi je veux dire... Non mais je parle pas de toi, hein. Je parle de manière générale. Et c'est important, les mots ont leur valeur. Et c'est important dans le contexte français d'utiliser le mot noir.
Ça, c'est... Non, mais c'est comme, tu vois, c'est comme, disons, le business. Le business, en fait, je pense qu'il y a des bonnes personnes comme des mauvaises personnes, tu vois, que ce soit... Voilà. Et en fait, moi, ce que j'aime dans la techno, c'est que ça rassemble, comme dans la house et dans toutes les musiques électroniques, parce que la musique électronique est vraiment large, c'est que ça rassemble les gens, quoi. Surtout dans les soirées. Et ça, c'est le plus important. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. J'ai jamais dit le contraire. Hein. Non, mais t'as essayé. Oui, ça a tiqué parce que j'étais un peu direct. Ah ouais. Non, mais Oui, mais en fait, c'est des choses qui sont, ce que je dis, c'est des choses qui sont quelque part, qui sont factuelles, mais qui n'ont rien à voir avec la manière dont la musique va toucher les individualités. Ça, c'est encore autre chose. La preuve, on est tous là. Tu vois, on est en 2025, on est tous là. Et voilà, mais je réponds vraiment à la question de la cassure, pas à la question de ce que sont ces musiques, de l'effet qu'elles ont sur les individualités, quel est leur but. Parce que leur but, c'est de rassembler, bien entendu. En plus, on est bien placé pour le savoir. Les gens qui diguent, comme moi, je vais diguer dans ton magasin, à l'époque, hein, et que je prends un disque. Je ne sais pas à quoi ressemble la personne qui a fait le disque. Oui, mais voilà, mais c'est pour te dire vraiment que je répondais de manière, pour moi, qui est factuelle et qui est importante. C'est important de mettre en exergue des cycles qui se répètent depuis 50, 100, 200 ans et qu'il faut essayer de casser. Voilà, c'est pour ça. Mais attends, je rajoute aussi un truc, c'est que C'est bon tu peux pas sortir de la musique de la sociologie en fait. Nous on vit dans un monde tel qu'il est, et malheureusement la musique elle est traversée par tout ce qui se passe dans le monde. Nous on choisit pas. Toi tu choisis pas. Tu vois. Et comme il dit, lui il explique des faits. On peut pas aller à l'encontre de ce truc-là. Quand il parle vraiment de la représentation de la musique, parce que même si on est des kiffeurs de musique, comme tu l'as dit, la musique elle est à tout le monde. Qu'on le veuille ou non, on est aussi traversé par l'éducation sociétale. Et donc quand il parle de représentation et quand il dit il y avait une image distincte pour le rap et on n'avait pas pour la techno et la house, et ça a malheureusement joué sur les inconscients, c'est un fait. Moi j'aimerais bien, franchement j'adorerais me lever le matin et dire que ça m'a pas touché, je suis un ange, c'est pas vrai. Ça joue un peu, c'est pas le maximum parce que c'est de la musique, tu vois. Mais on est produit, on est tous plus ou moins produits de cette société. Et donc malheureusement, et aussi, comme la France c'est un pays qui a 20-30 ans de retard sur les études sociologiques, et donc forcément dans la manière dont elle présente les choses, même dans l'art, hein, je sais pas, tu vois, je pense que toi tu as eu la chance d'aller aux États-Unis, peut-être tôt ou quoi, tu as peut-être regardé la télé, et je parle même pas juste de voir des noirs à la télé, juste le discours que tu peux retrouver quand tu regardes des vieux reportages des années 80-90 aux États-Unis, et ce que tu entends dans la même époque dans les reportages français, c'est un peu le jour et la nuit, même si je dis pas que les États-Unis c'est clean, hein, voilà, on connaît. Mais on reste des Français, dans un contexte français, et ça joue sur la représentation, et donc ça va jouer sur la manière dont les musiques vont toucher les gens. Mais heureusement, Nick il se lève, il sort, il va dans les clubs, toi tu lui montres ton label, lui il se met à danser, etc. Parce que le peuple, on n'est pas juste des moutons qui suivront forcément de manière dialectique ce qui se passe sociologiquement. On a toujours ce truc on est touché par des choses. Mais malheureusement, ça nous traverse aussi, et ça traverse la société, et ça joue sur la manière dont les choses arrivent dans un pays. Moi, j'ai un exemple qui est génial, après je m'arrête là, c'est ce qu'on appelle l'islam aujourd'hui en France. On est le seul pays à appeler ça l'islam. C'est horrible. Tout ça parce qu'il y a eu un film qui s'appelle Slam, et partout dans les journaux, ils ont dit, et maintenant, un nouveau truc, il y a un film qui s'appelle le slam. Alors que le slam, ça ne veut rien dire. C'est du spoken word. Le slam, c'est le moment où les poètes se réunissent.
y en a plein d'exemples comme ça. Voilà, il y a le De flirt. toute façon, il y en a plein. Voilà, On il y se a- repose donc- jamais, comme on dit. Ouais, c'est ça. je rebondis Donc- dessus, mais- donc, Mais en tout cas, voilà, les choses, la manière dont les choses arrivent, elles sont traversées par plein de choses. mais le truc qui est intéressant qu'il Ouais. faut retenir, c'est l'émotion qui est mise dedans, elle est justifiée et Ah, c'est bien sûr. compréhensible. Après, bon, chacun s'exprime tu sais, différemment, Oui, mais, non, mais- mais c'est- mais en tout cas, c'est pour, c'est l'idée de ça. Parce que si on arrive à justement à mettre des mots sur des fois des douleurs, ça pas permet une juste. douleur. Non, des nœuds, c'est des nœuds quand même. Voilà, toi tu dis, c'est quand même quelque chose qui traverse le temps et que des fois on a du mal à délier parce qu'on ne met pas les bons mots, on ne met pas les bonnes références. Mais donc du coup là, ça permet justement d'éclaircir pas mal de choses, de bien ou pas bien, mais c'est en tout cas l'idée. En tout cas, c'est fort de dire ce que vous avez à dire. Juste, je rebondis vite fait, rapidement, par rapport à ce que tu disais. Il y a un exemple quand la house music est arrivée à Manchester. En fait, elle est arrivée quasiment en même temps qu'elle est née à Chicago, peut-être avec un petit peu de décalage, mais dans les communautés noires. Donc en fait, moi je l'ai connue à la radio. C'était une émission qui s'appelait Sold Out. C'était une première heure hip-hop, deuxième heure soul et la troisième heure c'était house. Et c'était intrinsèquement lié à la communauté noire. C'était une autre musique qui sortait de cette communauté, à côté du dance hall, etc. C'était dans la communauté afro-jamaïcaine, caribéenne, en Angleterre. Et à un moment donné, il y a eu un truc qui s'est passé où les personnes noires, en tout cas de cette communauté, ont quitté le mouvement parce que ça a été envahi par une autre façon de vivre cette musique, plutôt liée à une consommation de masse et aussi liée malheureusement à l'arrivée de l'ecstasy, une drogue qui a accompagné ce mouvement et qui a été en fait, je dirais, qui a effacé cette histoire du début. La house, en fait, on dit qu'elle est née en Angleterre, on dit qu'elle est née en 87, 88, 87, on va dire. Mais en vrai, c'était déjà là, au début des années 80, mais dans les communautés noires. Et donc, il y a eu ce que tu décris, c'est passé, en fait, réellement. Donc, il y a eu un... Bon, c'est une forme d'effacement où ces personnes... Il y avait de la danse, d'ailleurs. C'était les danseurs qui dansaient house, c'était des danseurs de jazz, parce qu'il y avait un mouvement très répandu pendant les années 70-80, qui était le jazz fusion, où les gens dansaient, les danseurs dansaient le jazz façon UK. Et quand la house est arrivée dans le Nord, ces jazz dancers ont commencé à danser sur la house. Et il y a une vidéo qui existe, qui date de 86 à Manchester, et on voit les jazz dancers danser sur la house avec les tracks de Chicago. Le DJ, c'est Mike Shaft, il était à Manchester. Et donc, il recevait les imports, etc. Il y avait vraiment tout un truc, et ça commençait à prendre. Et après est arrivé, effectivement, en fait, comme ça s'est passé dans le film, les Anglais ils sont très très bons pour le marketing. Je dis, je suis britannique, hein, non, mais je sais que en Angleterre, on sait très bien raconter les histoires et on sait très bien les écrire. Et donc ils ont donné comme ils disent, ils ont trouvé un terme. Ils ont fait des compilations, mais ces compilations que vous voyez là, c'est pas les premières. Il y en avait d'autres avant, The House Sound of Chicago, dès le départ en fait. Et ils ont commencé à, je dirais, poser une industrie autour de cette musique. Donc ils sont comme ça, hein. C'est une façon de faire du business en fait. Et ils ont déroulé le truc. Et du coup, finalement, c'est cette histoire-là qui a pris le dessus. Donc je pense que tu as raison, c'est ça qui s'est passé en fait. Voilà. C'est bon. Pour la cassure, chaque pays en fait a reçu la techno et la house d'une façon différente. Ok. En Angleterre, ils ont reçu parce que les Anglais sont très liés aux Américains au niveau culturel, plus que nous, parce que nous, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que la house quand elle est arrivée en France,
dû faire face au fait que les Noirs français, ils écoutent de la musique déjà. Ils écoutent du zouk, ils écoutent de la rumba congolaise, ils écoutent des trucs. Alors pourquoi accepter un truc qui vient de l'extérieur? Alors les jeunes, ils sont plus réceptifs parce que ils vont voir dans le hip-hop, ils vont voir des images qui leur ressemblent. Donc ils vont dire ah ouais, j'accepte. Mais dans la house et la techno, il n'y avait pas d'image, il n'y avait rien. Quand j'écoutais les premiers trucs de house, je ne savais pas à quoi j'avais affaire. Un gars, une meuf, un jeune, un vieux, un noir, un blanc, un chinois, j'en sais rien. C'est-à-dire que j'avais acheté mon disque et je ne savais pas qui c'est qui faisait la musique. Ça me parlait de ouf, mais je ne pouvais pas déterminer ce que c'était. Et c'est ça aussi la force de la house, c'est qu'on arrivait dans un truc où il n'y avait que la musique qui comptait. Le style, je ne savais pas le style du mec. Les premières fois que j'ai vu les photos des gars, j'ai dit c'est ça les gars? Putain, j'ai dit merde. Et puis je savais même pas que c'était des gays ou pas des gays ou tout, je m'en foutais. J'entendais le son et je me disais waouh, c'est ça qui me va. Et vis-à-vis de beaucoup de jeunes dans n'importe quel milieu social, c'est difficile si on n'est pas vraiment fan de musique, c'est difficile d'accepter quelque chose sans avoir une validation peut-être des autres et choses là. Donc ça, faut pas oublier ça. Moi j'ai grandi à Sarcelles, beaucoup de zouk. Les mecs ils en avaient rien à foutre de la house. Qu'est-ce qu'ils allaient écouter de la house et de la techno? Ils s'en foutaient. Tu vois, ils avaient déjà leur musique. Voilà. Donc on arrive là et toi, tu arrives avec ta musique, avec ta house, en fait tu parles qu'avec des fans de Zikmu qui vont dire ouais, moi j'aime bien ce morceau aussi, c'est vrai, hein, on ne sait pas c'est qui, mais franchement c'est vraiment bien. Mais le faire accepter aux gens lambda, c'est compliqué. Vous verrez toujours de toute façon dans une classe de cours, en 6e, en 5e, en 4e, vous avez toujours 3-4 fans de musique underground et tout le reste des gens, ils écoutent de la musique normale. Ils s'en foutent. Ok? Et ça, c'est comme ça pour tous les délires. C'est même le sport. Il y a des gens qui vont faire des sports complètement underground et puis il y en a qui ne vont pas faire de sport underground. Là, on en est là. C'est-à-dire que quand la house elle est arrivée en France, il y a eu une cassure. Oui, parce que finalement, les gens qui étaient le plus réceptifs à l'acceptation de la house, c'était plutôt les Blancs des quartiers riches qui avaient accès à peut-être une information qu'il y avait en plus. Ok? Donc eux, ils ont reçu le truc et ils se sont dit ah ouais, moi, c'est underground, c'est à la mode en Angleterre. Ouais, bien sûr. Mais les homos, ça fait vraiment partie de leur culture. Alors que les autres, ils se sont un peu appropriés une culture qui n'était pas la leur. Tu vois, les homos, par exemple, aux États-Unis ou en France ou en Angleterre, la culture gay, ils la vivaient. Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur du monde, c'était pas comme maintenant. Un gay, c'était pas accepté comme maintenant. Donc les mecs, ils allaient en club et ils kiffaient le club. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvaient entre eux. Même il y avait des hétéros, il y avait tout. Mais en tout cas, c'était inclusif. Tu vois, on le voit dans les premiers tracks de house. Dans les premiers tracks de house de Chicago, il y a beaucoup de sons qui te montrent qu'il y a l'inclusivité. C'est-à-dire que les gens, ils te disent viens comme tu es, viens kiffer, ne prends pas de drogue. C'était beaucoup de soirées à Chicago concentraient le fait que à l'extérieur, il y avait de la drogue. Tu pouvais venir en club, tu avais tout ça, tu pouvais oublier tout ça et faire fête et communion avec tous les gens. C'est ça qui était fort dans la house. Et c'est ça que nous, on a reçu en France, en Angleterre et tout. C'est ce projet commun, sans même être dit. Tu vois, on le capte comme ça dans la house. C'est ça le feeling de la house, finalement. Et du coup... je m'écarte un peu du truc. mais en tout cas, voilà. Non, mais bien sûr, mais t'es obligé de toute façon. En tout cas, voilà, les gens qui se sont appropriés la house et qui ont fait peut-être une cassure, c'est plutôt les Blancs qui, par exemple, les Blancs riches en France. Tu vois, des quartiers riches et tout ça, qui se sont appropriés ça comme une mode, comme du style « Ah, c'est tendance, on va le prendre pour nous et puis on va travailler dessus ». Ils avaient déjà un capital social, ils avaient un capital culturel, ils avaient un capital de matériel et ils ont réussi à faire de la house avant les autres. Tu vois, c'est ça qui s'est passé en fait. Tu vois, nous, on a attendu 98 avant de faire notre label de house. Moi, j'écoute de la house avec mon pote depuis 87. On a attendu parce qu'on n'avait pas de machine, on ne pouvait pas travailler comme on voulait. On a dû attendre que ça s'impose. Mais en France, c'était compliqué parce que la house était complètement sortie de son contexte, comme par exemple aux États-Unis ou en Angleterre. Quand j'allais en Angleterre, quand j'étais jeune, tous les lundis soirs, il y a des discos dans les villes. Tu vois, il y a des discos, ça commence à 18h, ça finit à 22h. Et dans la soirée, t'entends des trucs de dingue, t'entends des musiques, t'entends de la house, t'entends du rock, t'entends des trucs pour les jeunes de l'époque. Mais c'est démocratique. C'est démocratisé, là. Le art, il est démocratisé dans ce sens-là. Les gens, ils viennent danser, ils viennent kiffer. Et ça, il n'y a pas ça en France.
On n'a pas ça en France. En France, on est très, ouais, et puis c'est très segmentisé. Tu vois, on est à fond dans les segments. C'est difficile de s'approprier quelque chose. Si je peux. Ouais. Donc, alors moi, la vision que j'ai de la cassure, comment on l'a reçue en France, étant très jeune, moi, les personnes qui m'ont initié à tout ça, déjà, ils avaient honte. Ils savaient c'était quoi depuis les années 80, mais ils avaient honte déjà de l'enseigner à la MJC. Et secondo, à l'époque, il y avait des taxes douanières. Déjà, on était à l'époque du franc, comme tu le dis si bien. Les taxations étaient tellement... On parle d'aujourd'hui, les taxes elles sont hautes, mais là, à l'époque, c'était encore plus hardcore que maintenant. Et donc, tout ce qui était technologie, c'est-à-dire acheter 909, acheter une boîte à rythme, acheter des Technics, acheter un système son, c'était vraiment de l'ordre de l'impensable. Et encore, quand on dit blanc, c'était une minorité de personnes. Cette minorité de personnes, c'était des enfants, donc les parents avaient peut-être un studio de musique, ou étaient musiciens, artistes, les Versaillais, parce que... Non mais, merci Didier, parce que c'est ça. La vérité, elle est là, parce que la réception de la house music et de la techno, surtout en Ile-de-France, ça s'est fait du côté de Versailles. Ça s'est pas fait de l'autre côté. Là-bas, parce que là-bas, Versatile, dont le label Versatile, etc. Non, Gilbert, Versatile, non, pas Versatile. Je vais l'embêter, Gilbert. Ouais, c'est un papa. Mais il faut comprendre, faut comprendre que... Non, mais, en fait, on parle de la French Touch, on va dire post-95, à partir du moment où sont arrivés Air, Daft Punk, tout ça. Ça, c'est des choses qui sont arrivées après, avec effectivement des personnes qui étaient... Excuse-moi, je t'ai coupé la parole, mais je te laisse parler, non ? C'est très bien. Moi, je voulais glisser petit à petit sur le... Non, mais... vous allez un peu... Mais ils étaient là, mais bien plus tard. En vrai... Ils étaient déjà là en fait. Ils étaient déjà là. Ils étaient déjà parce que leurs parents avaient déjà des studios de musique. Leurs parents avaient déjà accès à des... Ils n'étaient pas au départ parce que, encore une fois, c'était discriminé. Et si tu voulais vraiment écouter de la house à Paris en 90, il fallait aller au Boy, la Luna... voilà, c'est tout. Le Rex, même pas. Le Rex, c'était une boîte rock. Pas le Rex. Non, c'était des clubs homo. Juste un truc, le Rex, il jouait un petit peu au tout début de la soirée. Gilbert, il en jouait. Ouais, un petit peu, mais Rex, la loco un peu, c'était Laurent Garnier qui venait quand il habitait à Manchester, mais c'était les clubs où il y avait vraiment une programmation house et techno, mais à l'époque on distinguait pas les genres. C'était la Luna et le Boy. Et il y avait aussi les rêves. Mais les rêves étaient fréquentés effectivement par une population, je dirais, de gens qui étaient très artistiques, très avant-gardistes. Effectivement, c'était pas très mélangé socialement. C'était des gens qui étaient très ouverts, mais c'était un happy few et des gens qui étaient, je dirais, qui suivaient les médias. Et en France, il n'y avait pas beaucoup de médias qui avaient développé... Comment ? Oui, qui n'était pas ouverte à cette musique. Il y avait juste Actuel, qui était Jean-François Bizot, qui écrivait ce magazine, qui a fait fonder Nova aussi. Il y avait Nova et il y avait FG. FG, c'était Fréquence Gay au départ. C'était une radio gay. Et tout de suite, ils se sont mis sur cette musique. Mais c'était confidentiel. Mais en fait, pour rentrer dans les clubs gays, fallait oser y aller en fait. Du coup, c'était pas pour tout le monde. Du coup, fallait pouvoir rentrer aussi. Nous on y allait. Moi, j'habitais dans un quartier en banlieue. On prenait la voiture, on rentrait et on se sapait. On rentrait dans le style qu'il fallait pour aller dans le club. Et finalement, et ça nous a permis de rencontrer des gens et de rencontrer des gens très ouverts. Et nous aussi, ça nous a permis d'évoluer aussi
de notre état de banlieusard, je dirais, pour rencontrer un autre milieu, je dirais, socialement. Donc, tout ça pour dire que, oui, voilà. En fait, au départ, moi, quand je suis arrivé en France, il y avait un grand écart entre l'Angleterre et la France. Et l'une des raisons, c'est que la house n'a pas beaucoup pris en France parce que les médias musicaux ne comprenaient pas cette musique. Et même les stations, les radios, quand ils jouaient, il y avait une émission sur Voltage FM, c'était Star Night de Phil. Ils mettaient des morceaux de Chicago et de New York, mais ils ne prononçaient jamais le terme house. Le vendredi soir. C'était le vendredi. Ils prononçaient jamais le terme house. Ils disaient ça, c'est le nouveau son qui vient de New York, c'est le nouveau son qui vient de Chicago. Et en plus, ils bouffaient enfin, c'était mal prononcé. Même des fois, sur cette émission, ils te mettaient un DJ anglais on ne comprenait pas forcément l'accent. T'entendais London. Parce que la house, comme la techno, c'était pas les pays, c'était des villes. Ouais. C'était London, Manchester, la Belgique et la Hollande, Anvers, Bruxelles. C'était pas comme Paris n'existait. Enfin, Paris existait, mais c'était pour moi quand j'écoutais de la house ou de la techno. Déjà, je faisais pas trop la différence. C'était vraiment le soir sur Voltage FM, le vendredi soir, où j'essayais d'attraper une émission le dimanche soir, où c'était Fréquence Gay, Ouais. où j'écoutais les matinales de Raoul K et d'autres. Mais à l'époque, c'était vraiment très... Et quand j'en parlais autour de moi, déjà, quand tu vis dans une cité ou dans un quartier, on te dit, ouais, les gars, j'écoute de la house, personne ne te calcule. Ah bah oui. Déjà, soit on ne te calcule pas, soit on t'insulte. Donc moi, c'était Exactement. plus, je te calcule pas, je t'insulte. Après, ça part un peu dans des embrouilles, mais bon, bref. Mais c'était vraiment très peu écouté. Alors qu'à l'inverse, moi, quand je parlais des fois de techno à un ami à moi, paix à son âme, il me dit, ah, les mecs en cuir. Ouais, c'était... Il pensait, il y a vraiment un décalage. Ouais, quoi. il y avait un décalage. Et puis surtout, même les médias, ceux qui étaient en place, c'était les Inrecuptibles. Ils crachaient sur la house. Pour eux, c'était une musique d'homo. C'était vraiment... pendant des années, ils n'ont pas écrit. Les seuls journalistes français qui ont écrit sur la house, c'est Didier Listrade, qui a fondé Act Up, et Patrick Thévenin, qui est un journaliste aussi, qui ont été dans Tétu magazine. Mais ils écrivaient dans Libé. Dès 87, Didier, il écrivait sur toutes les musiques noires d'ailleurs, mais surtout de la house. Et c'est les seules personnes qui ont défendu cette musique pendant, je dirais, 5-6 ans. Et c'est après que est arrivé effectivement la French Touch en 95-96, par là. Je voudrais juste compléter quelque chose, c'est que tu as parlé de ce que tu viens de dire là, c'est très intéressant. Et on peut rajouter aussi le fait qu'en France, on avait une mauvaise idée, une très 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 mauvaise appréciation de la musique électronique parce qu'on considérait que c'était pas de la musique. Tu vois, dans d'autres pays, c'était pas pareil. En Angleterre, il y a eu le reggae, le dub et compagnie, donc on savait déjà que bon voilà, travailler sur des effets, ça se faisait, tu vois. C'était logique de faire des musiques à partir de là. Mais en France, on avait une tellement mauvaise, enfin les principaux médias, ils avaient une très mauvaise idée de la musique électronique. En plus que ça vienne de musique plutôt noire, excusez-moi, le truc, c'était encore, on va discréditer ce truc-là. Parce que y a pas, c'est des sampleurs, c'est pas de la musique, ça va pas tenir et compagnie. Malheureusement pour eux, toutes les musiques se sont imprégnées et ont commencé à utiliser les instruments électroniques. Donc ils ont été en galère au bout d'un moment, ils ont été obligés de reconnaître que c'est de la musique. Mais eux, à la base, ils voulaient vraiment pas du tout reconnaître ça comme de la musique pérenne. C'était... Ah non, au début, c'était complètement exclu. C'était, de toute façon, on ne parlait pas du tout de ça. Mais en plus... Oui, les médias. Les médias mainstream. Il y a eu une émission, c'était Ciellement Mardi. Ciellement Mardi, incroyable le truc. C'était d'un côté, il y avait les gens du hip-hop, les gens de la house. C'était l'enfer. C'était une émission qui était diffusée en grand public. C'était à 22h. C'était Patrick de Chavannes. Et il avait voulu parler parler un peu de toutes ces musiques urbaines. Hein, et ça s'est très très mal passé finalement. C'était le boucan, c'était le désordre. On n'a rien compris parce que les gens, il fallait développer
développer en fait une idée de quelque chose qui existe déjà depuis 10, 15 ans, 20 ans, c'est difficile en 1 heure. Tu peux pas développer rapidement. Donc voilà, bah oui. Ouais, tout est très mauvais. Et ça a confirmé encore la séparation entre le hip-hop et la house ici, enfin, et la techno en France. Et on a encore subi ça encore plusieurs années. Tu vois, ça a été super compliqué. Le hip-hop et la house se sont réconciliés grâce, je pense, un peu à la danse, avec l'apparition de la house dance. Mais avant, en fait, même dans les quartiers, les personnes issues des quartiers niaient que la house music pouvait être une musique noire. Et c'était, moi, quand je venais d'Angleterre avec des cassettes enregistrées, et je disais, oui, ça vient de la funk, ça vient du disco. Non, les gens on voulait pas entendre. Et donc, c'est que quand on a commencé à aller en rave, j'ai commencé à amener des personnes, on descendait en voiture et qu'on montrait ce que c'était. Et les gars qui étaient avec moi, ils disaient, ah ouais, c'est quand même cool le truc. Mais c'était un petit noyau et on est resté comme ça. Mais la majorité des personnes en France, dans les quartiers, la house, c'était une musique blanche et droguée ou homo. C'était pendant longtemps comme ça. C'était un peu la base du décor, ce que vous avez planté depuis tout à l'heure et tout ça. C'est quelque chose que je pense qu'on a compris que c'était difficile à l'époque, puisqu'il y en a qui voulaient absolument effacer justement un côté qui était essentiel à la vraie vie de cette musique, parce que tout ce que vous avez expliqué. Mais j'aimerais que vous reveniez sur un aspect que vous avez commencé à évoquer, de la commercialisation et justement de tout ce côté-là qui fait qu'on a plus entendu parler de Versailles, bien sûr. La French Touch, tout ce truc-là et tout ça. Et parce que c'est vraiment un courant, je ne sais pas si ça vous parle la French Touch, parce qu'il y a des noms quand même qui sont emblématiques dans le circuit mainstream. Mais justement, ça c'est un côté qui est justement... il y a aussi, il faut savoir aussi, bon, pour moi, il n'y a pas une question de dire ouais, Versailles ou pas, mais c'est vrai qu'on donne le terme Versailles parce qu'il y avait des personnes. Moi, j'ai été chercher des disques chez les Tracks House, chez Roulé, donc c'était Thomas Bangalter et tout, qui est un producteur incroyable. Hein. Mais le père de Thomas Bangalter était quand même quelqu'un qui produisait de la musique, qui avait travaillé comme chez Virgin, etc. Donc en fait, ils ont mis ça dans les majors. Dans le grand public, avec des moyens beaucoup plus forts. Et donc, au niveau marketing, après, c'est clair qu'il y avait vraiment une organisation, mais il faut reconnaître aussi, grâce à eux, cette musique a été reconnue mondialement, et la scène française aussi. Et des gens comme Gilbert, qui viennent de Nice, qui ont fait de la jungle, qui viennent vraiment pas d'un milieu aisé, ils ont fait des remixes pour justement iCube, qui a été un tube. Voilà. Donc, à un moment donné aussi, tout ça, ça s'est regroupé. C'est ça qu'il faut voir aussi, c'est le côté positif. Maintenant, il y a des gens aussi, des fois, qui passent dans le côté obscur de la force, comme tout. Mais je pense qu'il y a vraiment... il y a des bonnes choses. En fait, dans tout ça, il y a toujours quelque chose de bon qui ressort. Et c'est la musique, c'est comme un cycle, c'est comme la société. Il y a des hauts et des bas, quoi. Je pense que tu as raison, effectivement, la force de la French Touch, c'est que ça a permis de diffuser ça dans le monde. Mais il faut dire que c'est pas des personnes qui sont à l'origine du mouvement, en tout cas. C'est des personnes qui sont arrivées après. Mais avant, il n'y avait pas énormément de choses en même temps. Il n'y avait pas énormément de choses. À part dans les clubs gays. Les clubs gays et les DJ, il y avait Laurent Garnier, effectivement, Eric Rugg. Alors, Dimitri from Paris. Alors, Dimitri, c'est un peu particulier parce qu'il n'a pas un parcours club. Mais c'était parmi les premiers DJ à mixer de la house sur Skyrock en 88. Il avait une émission Skyrock, ouais. Skydance, ça s'appelait. Et donc Dimitri mixait. Et d'ailleurs, il était le producteur attitré des majors. Et donc, c'était lui qu'on appelait pour faire une version house de, de Kassav, aussi. Ouais. Titre à Chicago. Vous entendez ce qu'a dit? Je dis, il y a un titre à Chicago de Patricia Cass qui a été
Ouais, par Danny Tenaglia. Ouais, en 95. Elle est excellente ce morceau. Ouais. Rassure-moi, tu vois. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Reste sur moi. Ouais. Le titre Reste sur moi, Patricia Cass. Je fais, t'es sérieux? D'où toi t'as écouté Patricia Cass à l'autre bout du monde? Enfin bon, c'est génial. Et je tiens à dire quand même avant de partir que Carl The Voice est parti, était quand même l'un des chanteurs les plus connus de chez nous. Dans la house, dans la culture house française. Tout à fait. Ouais, il y a Carl et il y a... Portal, Pink for the City. Il y a aussi Covarea qui a chanté, c'était le premier morceau garage français, je dirais chanté en français en 88-89, qui est une reprise de Claude François et qui a été fait par je sais pas qui l'a produit, mais c'est l'époque de Dimitri aussi. Voilà. Mais la house chantée en français, malheureusement, n'a jamais tellement pris. Mais il y a eu des beaux morceaux comme le remix de Patricia Cass. Il y a Armstrong aussi par François K. Tout est bleu. Ouais. Voilà, bref. Ouais, mais en fait, moi, ce que je retire par rapport à ce que vous dites, c'est vraiment ça, c'est que il y a eu les Versaillais, il y a eu la French Touch avec le pouvoir qu'ils avaient derrière, mais qu'en réalité, avant, il y a quand même eu des essais de choses, mais qu'ils n'avaient pas, ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas, ils faisaient pas partie des bons groupes sociaux, et tout de suite, il y a eu ce label French Touch. Qui, quand c'est arrivé, moi je sors. Non, quand je dis label, ah oui, pardon. Quand je dis label, je veux dire étiquette. Ouais. C'est une étiquette inventée par les Anglais. Voilà, c'est ça. C'est ça. Quand je dis label, je voulais dire étiquette. Cette étiquette French Touch. Et ce qui est étrange, c'est que moi, quand je sors de l'adolescence, quand je vois ce truc-là arrive, et contrairement à ce que j'avais vu par rapport à la house, à la techno, je ressens pas. Je vois des artistes avec des personnalités, voilà, et il y a des trucs que j'aime bien, et je ressens pas un tronc commun musical. Il rigole déjà. Tu as raison, il y a quand même un label qui a. Ouais. Il y a un label qu'il faut quand même citer, c'est Fcom. Ouais. Ils étaient là un petit peu à Fnac Music. Oui, ils étaient avant. Alors Fcom, c'était le label de Eric Morand. Avant, c'était Fnac Music. Et ils ont produit Saint-Germain, Chaz, qui était un artiste français qui faisait de house, deep house et garage. Laurent Garnier, Scanix, ce sont des artistes français, mais ça a été fait avec un esprit qui n'était pas tellement dans la French Touch. C'est ce que j'allais dire. Mais par contre, ils ont coexisté et ils sont assimilés à la French Touch, mais ils avaient une démarche qui était plus proche de ce qu'on peut voir, ce qu'on a pu voir à l'écran. C'est exactement ça. Moi, Saint-Germain, j'ai jamais mis dans la French Touch, quoi. Et c'est pas une question de je veux ou je veux pas. C'est juste que je ressentais pas de tronc. Et du coup, quand cette étiquette, je veux dire en français, est arrivée, je me dis mais de quoi on parle là? C'est quoi ce truc? Et ça revient. T'as envie de rebondir? Bah vas-y. Non, en fait aussi dans les milieux gays, il y avait un club qui s'appelait Kit Kat, que tu as connu au privilège. Voilà. Ça, et il y avait deux DJ. Il y en a un qui était incroyable, qui jouait vraiment cette musique house. C'est Patrick Vidal et David Serrano. Moi, c'est des DJ incroyables au niveau de la culture américaine, black music, noir music, excuse-moi. non, mais je rigole. Mais je trouvais que c'était vraiment des DJ qui représentaient vraiment cette scène et qui réunissaient tout le monde, en fait. Ça veut dire on était tous égaux, mais on passait vraiment des moments incroyables. Et vraiment, pour moi, eux, ils ont vraiment représenté aussi cette culture, comme disait Nick, où tu disais, ce côté anglais, américain et tout. Et c'était incroyable parce que c'était des chineurs aussi de musique. Ils étaient toujours en train de chercher quelque chose et en mélangeant vraiment tous les styles. Et c'était vraiment super incroyable. Oui, c'était vraiment le milieu gay qui a poussé
avant la French Touch, c'était vraiment le milieu gay qui a poussé les musiques électroniques. Eric Morand, c'était le fondateur de Fnac Music et FCOM. Didier Lestrade et Thévenin qui avaient écrit. Et les DJ comme Vidal, Candy Eric. Il y en a un que je citais, c'est Gilda, surtout aussi. Oui, Gilda. Tout ça, c'est des... Et bien sûr, David Serrano, qui est décédé, mais qui est... Ah, au Mirage. Ouais, exactement. Alors David. Ouais, moi aussi. Alors David, c'était un. Moi, je l'ai connu parce qu'il était disquaire. Il travaillait à Chandisque et après, il a travaillé avec chez ceux qui avaient le disquaire au Hall. C'était un magasin hip-hop. C'était Maud et Xavier qui. Non, c'est Sound Record. Non, c'était le petit truc dans les halles rue des Prêcheurs. Ils avaient Sound Record. Sound Record. Ouais, c'est le frère de Maud, Xavier. Et donc, c'était un frère et une sœur qui importaient beaucoup de disques des États-Unis. Ils avaient la main mise même sur New York. Et donc, à l'époque, c'était très difficile de ramener de la bonne musique et il fallait avoir les bonnes connexions et eux, ils avaient les bonnes connexions. David travaillait pour eux. Et donc, David, c'était... il était vraiment impliqué dans la musique noire en général, mais il s'était spécialisé dans la house garage et c'est vraiment le DJ français, s'il était encore vivant aujourd'hui, ce serait une des icônes de cette musique en France en tout cas. Moi, ce que je retiens dans ce que je viens d'entendre et ce qui est assez ouf, c'est que Rabat il nous pose la question sur la French Touch et par exemple on peut pas s'empêcher de revenir avant la French Touch, c'est-à-dire ouais la French Touch c'était quoi, oui mais juste avant il y avait ça et il y avait un tel et il y avait un tel et puis quand moi j'essaie de répondre sur ce que c'est, j'arrive pas trop à décrire ce que c'est et donc ça montre à quel point ça montre un peu la différence entre l'underground et le mainstream. C'est pas censé forcément être séparé. Il peut y avoir des ponts entre l'underground et le mainstream. Hein, c'est voilà, versatile. Ça se passe souvent comme ça. S'il n'y a pas de pont entre l'underground et le mainstream, il y a plein de styles qui auraient disparu. Mais n'empêche que voilà, là, on nous pose une question sur la French Touch et ça se transforme en vraiment, là, d'un seul coup, ça, on a creusé sur qui était là avant, qui était dans la musique underground et tout. C'est assez intéressant de voir ça, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Oui, l'élitisme et le populaire, c'est difficile. Ouais, c'est ça. Comme je dis, on est très pour ceux qui n'ont pas entendu, on est très mauvais en France sur l'underground et sur le côté mainstream. Enfin bref. Et ça s'est toujours vu dans tous les genres de musique. L'underground, par exemple, le rock, ça avait la cote. Maintenant, ça pue la cote. Maintenant, c'est autre chose. Et en France, par rapport aux pays anglophones, je sais pas si c'est une culture française de dire bon bah là c'est pas d'actualité mais on va mettre ça de côté, on va mettre plus en avant par exemple le disco. Et bizarrement comme dit Eric là on voulait parler de la French Touch mais là on parle de culture générale, de l'histoire française de musique et des distributions avant le boom quoi. C'est parce que là, pour le coup, on ressent, enfin, vous qui l'avez vécu vraiment, oui, mais voilà, je parle vraiment en termes d'années parce que quand même des trucs dont vous parlez, moi j'étais dans ma chambre sur mon lit superposé, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que naturellement, sans vouloir dénigrer ni rien, on ressent ce besoin de rappeler un peu ce qu'il y avait avant. Comme pour dire, ce truc de French Touch, c'est pas venu du jour au lendemain. Il y a des gens qui ont fait des choses et on ressent vraiment ce besoin naturellement. Ça vient comme ça et on répond presque. On répond en quelque part, on répond à la question parce que quand tu donnes vraiment, quand tu dis aux gens ce qui s'est passé juste avant et d'où ça vient, c'est aussi une manière de bien remettre les choses dans leur contexte. Mais c'est vrai par rapport à dire ouais la French Touch c'est quoi non, attends. Avant ça il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça et ça montre vraiment. Là, je vais me répéter à quel point c'est une étiquette, c'est un truc qui avait une vraie force de frappe financière, commerciale derrière et qui
qui quelque part nous a un peu été imposé. Bah, disons que la French Touch, c'est la première médiatisation forte et première forme d'industrialisation, on va dire, commerciale du mouvement électronique en France. Mais les Anglais l'avaient déjà fait avant. Ils l'ont fait un peu mieux, mais ils l'ont quand même réécrit à leur façon, je pense. Hein. Ça, c'est ma façon de voir les choses. En 88, j'avais 6 ans. Donc, tu vois, j'étais encore dans ma chambre, tu vois. Mais il n'y avait pas déjà un problème de compréhension entre les personnages. Les gens se connaissaient, mais j'ai toujours eu l'impression qu'en France, on a un problème de communication entre nous. Quand je dis communication, c'est-à-dire, tu as un disquaire au bout de la rue, tu en as un autre qui est au bout de la rue. Lui, il vend... Tu comprends, Didier? Lui, il vend de la musique dit qui vient des États-Unis et autres. L'autre, là-bas, ouais, mais moi, non, moi, c'est que techno. Je sais pas, ça n'existe pas. Et au lieu de se hyper les uns et les autres, parce qu'on dit, ah, t'as vu les Américains, ils font des super soirées, les Anglais, tu vas en Belgique, waouh, et nous, en France, bon, moi, on sait pas. J'ai une théorie. J'ai l'impression que c'est toujours qui... Je donne ma théorie. Vas-y. Non, mais je pense que, en fait, la France, c'est un pays qui est arrivé très tardivement dans la révolution industrielle. En fait, elle est restée très longtemps rurale. C'est un pays qui est resté très longtemps rural. Et il y a une façon de penser un peu plus rurale. Je garde les choses pour moi. Un peu... alors que les Nordiques, ils ont un côté business plus développé. Donc, c'est pas pour autant que c'est mieux. Hein. Je dis pas que c'est mieux. C'est-à-dire que c'est plus... ils vont savoir dérouler le business. Ils vont savoir bien réécrire une histoire pour bien te la vendre. Les Hollandais, les Anglais, ils sont très forts pour ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils dominent aujourd'hui le business électronique. Les meilleurs festivals, c'est aux Pays-Bas. Les labels anglais, Defected, eh ben, ils dominent tout. Parce qu'en fait, comment dire, ils ont réussi à choper le truc et en plus à te le faire digérer, à te le faire aimer. En France, c'est un peu plus rustre. Et je dirais que conservateur et plus rustre. Et c'est pour ça que c'est moins packagé, etc. Et c'est pour ça qu'il y a effectivement des concurrences. Les gens se font concurrence. C'est un peu old school. Et c'est moins bien développé du côté business. Mais c'est pas pour autant que les Anglais et les Hollandais ont du mérite. Ils se sont mieux approprié le truc, je dirais. Ça, c'est mon analyse. Parce que j'ai habité dans les deux pays, je connais un peu. Non, je peux dire... Non, ça va être très court. En fait, les Allemands, les Anglais ou les Américains, ils travaillaient tous ensemble. Des magasins de disques, ou soit même les clubs, ils mettent leur DJ en avant. Nous, en France, non, on va toujours chercher à côté, ou soit on se fait la guerre. Voilà, c'est rien d'autre. C'est juste ça. Hein. C'est super simple. En fait, on est vraiment les dindons de la farce. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens, moi j'ai travaillé, j'en ai entendu, hein, j'ai même vu, même à l'époque, j'avais quoi, c'était en 80, j'ai commencé à mixer peut-être en 95. Il y avait même la guerre à Paris entre certains DJ parisiens. C'était un truc de malade. Il y a eu vraiment une super époque, moi franchement, et, bon, Nick le sait aussi, moi j'ai vécu vraiment les années 2010 à 2015, quand Christian, Didier, tout ça. Putain, mais voilà, on était ensemble, quoi. On dansait, on venait aux soirées, on les aidait. Et voilà, c'est ça le but aussi de cette musique. Mais bon, il y en a certains, ça va toujours. Mais c'est vrai que les Français, là-dessus, on n'a jamais été bons. Hein. C'est vraiment les Anglais, les Anglais, les Allemands et les Pays-Bas, ils nous mettent vraiment une claque. Il y a un exemple qui est assez flagrant, c'est-à-dire que en Angleterre, quand le gouvernement travailliste a pris le pouvoir en 95 ou 96, non, 95. 95, c'est Tony Blair qui a gagné les élections. C'est le Labour, c'est le parti travailliste, le parti socialiste, on va dire, pour schématiser. Mais en fait, comment ils ont gagné ? Ils ont copié le modèle des raves. C'est-à-dire qu'ils ont copié le truc de bien-être, feel good, free yourself, another life, a new life. Et c'était le discours de Tony Blair. Et ils ont gagné les élections comme ça parce qu'ils ont fait...
tout le monde était dans cet état d'esprit et ils ont compris que les gens étaient un peu adhérés à ce mouvement. Et donc, ils ont copié le discours et l'ont transformé en discours politique. L'hymne de Labour Party, c'était un groupe qui s'appelle D-Ream. Je ne sais pas si tu vois. Il y a eu un remix de David Morales, qui est excellent d'ailleurs. Mais Dream, c'est un groupe irlandais qui font un peu de la house dance. La dance house. Pas de la house dance. Et du coup, voilà, c'était tout un truc marketing. Et c'est pour dire que voilà, ils ont vraiment une capacité à prendre un truc et à le transformer et à l'utiliser à leur avantage. Voilà. Ok. Je vous l'avais dit que ça allait être pointu. Il y a beaucoup de références. Hein. C'est dur de suivre, non? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce qu'on tourne en rond après. Justement là, parce qu'on va bientôt finir, je sais que les discussions comme ça, elles sont super riches et qu'on pourrait vraiment s'éterniser, mais il faut savoir écourter et faire en sorte que s'il y a d'autres occasions qui se présentent, voilà, et s'il y a des parties, s'il y a des trucs et tout ça, donc n'hésitez pas. Là, si vous avez des questions, je sais que toi t'en as une, mais... alors vas-y. Tu veux En fait, c'était pour rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure par rapport à la présentation de la musique house. Donc, en gros, il n'y en avait pas beaucoup, voire pas du tout. Mais je vous invite si vous avez l'occasion, de lire des chroniques musicales d'autres styles musicaux. Par exemple, le hip-hop, le rock. Et par exemple, si vous parlez anglais, d'aller lire Greg Tate, à son âme, des chroniques écrites par Greg Tate, par exemple. Vous allez voir la différence. C'est-à-dire que malheureusement en France, il y a très peu de gens, et ça c'est pas que pour la house et la techno, qui ont bien écrit sur la musique. Et je pense que ça n'a pas aidé au moment ou même au moment où la French Touch est arrivée. Je pense que si on avait aussi un journalisme musical de qualité, l'arrivée de la French Touch aurait peut-être aidé à avoir un pont sur l'underground. Parce que la French Touch, eux, c'est des musiciens, ils sont pas là pour... ils vendent leur musique, et puis c'est déjà bien. Mais en fait, il faut savoir que voilà, malheureusement, le journalisme musical en France, ça n'a jamais été ça. Mis à part, évidemment, il y a toujours des bons. Hein. Mais voilà, je vous invite vraiment, vous n'allez pas tomber de vos chaises, hein, c'est pas non plus horrible. Mais vous tombez sur des anciens magazines, des anciennes choses, comment on parle de la musique en France, etc. Et vous allez regarder, pour ceux qui sont anglophones, comment on parle de la musique en Angleterre, aux États-Unis. Alors je ne parle pas Dutch, mais bon, je pense que ça devrait être pas mal non plus. Et vous allez comprendre aussi pourquoi il y a eu ce déficit de présentation. Dans le hip-hop, on l'avait vu autrement parce que le hip-hop était ultra médiatisé, mais il y avait quand même des manquements assez incroyables. Donc ça joue aussi. N'oubliez jamais que le journalisme musical, ça joue sur ce qui se passe dans le... Ça influe énormément, merci. Ça influe énormément. Et là, aujourd'hui, on est aussi dans une période où, médiatiquement, à ce niveau-là, c'est pas toujours terrible. C'est pauvre encore. Hein. Mais c'est comme tu as dit tout à l'heure, hein, tu sais, l'émission, c'est le mardi. Ah oui, c'est du sensationnel. Ouais. Mais il y a aussi... Ouais. Oui, même... Ouais, oui. Rabat, alors comme on parle d'écrivains, pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, il y a Jean-Philippe Leloup. Jean-Yves Leloup. Jean-Yves, pardon. Il va me tuer après, bien avec ce que tu dis. Voilà, merci Didier, qui a écrit un livre qui s'appelle Techno 100, qui retrace, selon lui, la techno depuis les années 80. Différents types. Il y a aussi le chant de la machine, mais pourquoi je parle de lui plus précisément? Parce que il parle ça commence en 90, c'est-à-dire qu'il y a des références qui sont communes avec le reportage jusqu'à maintenant.
En fait, il a sorti le premier livre est sorti en 2018. Le second est sorti en 2024. C'est-à-dire que le livre évolue avec le temps aussi, parce que la musique évolue avec le temps. Ce qui est fort, si on revoit Détroit, ces gens-là, leurs principaux, ils ont été vraiment influencés par un groupe qui est Kraftwerk, qui est un groupe allemand. C'est ça qui est dingue aussi. C'est là que moi je revois la musique, en fait, c'est vraiment un partage et ça réunit tout le monde, en fait. C'est ça qui est incroyable. Et c'est ça qui est le plus important. Avez-vous des questions? Non? Pas de questions? Moi j'ai envie de dire un truc. Juste qu'on peut se féliciter du fait que malgré tout, les constats qu'on a fait au niveau de la communauté house et techno en France, les problématiques, les concurrences et autres, et les bienfaits aussi. Parce que pour moi, même si la French Touch, on peut blaser, dire voilà, c'est commercial, ils ont fait leur truc à leur niveau. Ils ont essayé de créer leur truc. Bon, maintenant, il y a des choses négatives en dessous. Effectivement, maintenant, moi, je pense que les bienfaits viennent aussi d'en bas. C'est revenu. On est revenu d'en bas, on va dire des classes populaires qui sont allés chercher les informations, qui sont allés taper aux portes des disquaires, de certains disquaires, et qui viennent de la communauté hip-hop, comme l'a dit tout à l'heure, l'a évoqué aussi Nick V au tout début, les house dancers sont allés chercher l'information. Même si on se prenait des vents dans certains disquaires, dans les années 90, comme moi et d'autres, voilà, où il y avait des stéréotypes, comme on peut dire, comme Vibe Station et autres. C'était chaud, Vibe Station, et j'arrivais là-bas, le hip-hop c'est en haut. Je fais non, je veux un Kerry Chandler, tu le vois pas? Je fais ok, d'accord. Bon voilà, des stéréotypes parce que voilà, un mec looké hip-hop qui vient chercher de la musique, de la house music, qui vient de New York ou qui vient de Chicago, voilà, eux ils comprenaient pas. Pour eux, les stéréotypes c'était le hip-hop en haut. Donc du coup, il y a eu effectivement cette problématique-là, mais je pense qu'aujourd'hui on n'en est pas là parce que on est parti aller chercher l'information et parce que la musique parle, tout simplement, parce qu'on l'aime. Et on veut rétablir, pas consciemment, mais d'une façon directe, ce qu'on aime voir, la danse, la musique. Et voilà. Et on a vite compris qu'en fait, on nous mentait, tout simplement. Voilà, pour faire la boucle. Voilà. Exactement. C'est vraiment ça. Attends, Rabat, juste pour revenir sur la French Touch, il faut dire que si on remet la French Touch dans son contexte, est-ce que nous, en tant que DJ underground, on en a quelque chose à foutre de la French Touch? C'est que du marketing. Si on a envie de mettre un DJ de la French on met pratiquement pas de French Touch. Faut pas se mentir. Il y a des bons scuds, mais nous, on les voit pas. On s'en fout, c'est du marketing. C'est pour le grand public. Bon, voilà, nous, on est underground, on restera toujours underground. On essaie de convaincre les gens comme vous d'écouter plutôt l'underground que le mainstream, parce que le mainstream, ça nourrit moins. Mais pour nous, DJ Underground, la French Touch, on n'en a rien à secouer. Si on aime bien un scut de French Touch, on va en mettre un. Mais nous, quand on nous parle de French Touch, pour moi, quand on parle de French Touch, je remets ça dans la French Touch. Pour moi, c'est la musique de Chicago, mais en moins bien. Avec des filtres. C'est tout. Voilà, c'est du J-Sneak, c'est du Dance Mania, c'est tout ça. C'est pas ouf, quoi, finalement. Les Français, ce qu'ils font bien, c'est ils prennent la culture américaine, et ils refont la même chose, mais un peu plus chiadé, un peu mieux produit et compagnie. Et ils disent, ah voilà, on va mettre un nom dessus, ils font du marketing. Les Anglais, ils font pas ça. Les Anglais, ils prennent un truc, ils le défoncent, et ils prennent le breakbeat américain, ils en font le drum and bass. Tu vois, ils font des trucs de fou. Nous, on n'est pas capable de transformer complètement un style qui vient d'ailleurs et en faire un truc à nous. Et pour moi, la French Touch, c'est vraiment la musique. Écoutez les trucs de Chicago, vous allez voir, le son, il est pété, mais l'intention y est, et vous allez reconnaître, vous allez dire, ah ouais, putain, je reconnais quand même la French Touch là. Attends, le son est pété parce que c'est les pressages aussi qui sont bien pétés. sûr, C'est pas parce que la production. Et puis les mecs, ils n'avaient pas les mêmes et là, studios à l'époque. Voilà, c'est ça, on parle de ça. Attention. Ouais, bien sûr. Non, le pété dans le sens qualité de production. Et là, il parle des productions des 80 début, parce qu'après, c'était ça. Oui, après, quand t'entends. Attention. Mais c'est vrai que par exemple, même un label comme Henry Street de New York, c'est la French Touch finalement. Tu vois, c'est carrément la French Touch qui s'est inspirée des Américains. Pour le coup, quand même, les Daft, ils se sont pas cachés. Ils ont fait un album ou un titre qui s'appelle Teachers, où ils citent Rom Anthony, ils citent quand même
les personnes qui les ont influencés, ils reconnaissent que ça vient de là, en fait. Ils ne se sont jamais cachés. Ils ont créé quelque chose de nouveau. Ouais. Si. Non, ils ont créé un autre style. Ouais, c'est vrai. Non, vas-y, des questions. Juste parce que j'y mets toutes les critiques comme vous. Hein. Mais la musique est la musique et ils ont créé quelque chose. Maintenant, on l'aime, on l'aime pas. Ça fait le tour du monde. Ça représente une partie de la France. On a bien cité une partie distincte, une banlieue, qui commence par V. Et voilà. Mais voilà. Voilà. Maintenant, pour parler des origines, la problématique, c'est comment mettre en avant et revenir à la source et pourquoi cacher la source. C'est ça, là, en fait, ce qui est gênant, en fait. Cacher la source. Moi, quand j'allais voir des DJ new-yorkais ou d'ailleurs Orex ou ailleurs, voilà, ils étaient lookés hip-hop, ils avaient les mêmes fringues que moi, on avait les mêmes codes. Je me dis, mais comment ça se fait qu'on me dit pas les vraies choses? Tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi on me fait ces ambiances quand je vais chercher des sons? Tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi on me fait ces ambiances à la porte? Pourquoi on me fait ces ambiances, tu vois, etc. Je peux en citer. Et ça mais oui, tu vois, et ça, Rabat et moi, on l'a vécu et d'autres. Et c'est pour ça que je dis que les personnes qui ont ouvert la porte et qui ont essayé de casser tout ça, c'est la danse aussi. Et je ne mets pas tout sur la danse, bien sûr, mais beaucoup. Il y a eu cette envie, cette passion de dire on aime ça. Et nous, c'est au même stade que notre Wu-Tang. Et bah, je vais écouter mon Théo Paris ou mon Kerry Chandler, c'est tout. Voilà. Et ça, il faut le dire quand même. Voilà. Quand tu dis, il y a la danse, il y a les physios, il y a les gens qui avaient les listes, qui faisaient les listes, qui étaient très ouverts. Mais parce que les patrons de clubs, eux, ne sont pas très ouverts. Hein. Faut pas oublier, surtout en France. Non, mais c'est lié, Rabat, plus ou moins. Mais... Je dis que c'est un sujet beaucoup plus vaste. Ah, d'accord. Et on devrait prendre notre temps pour en parler de ça. Il y a pas mal de choses qui sont dites, et je le sais. Même moi, je me tais, et on a beaucoup de trucs, mais je voudrais qu'on se concentre, et je voudrais surtout pas finir sur l'aspect friend touch. Tu sais, les mots que tu as dit là, ça rassemble, c'est musique, c'est la production. Tu as évoqué quelque chose que les Anglais, ils ont produit énormément. C'est super fort. Et justement, si on avait le temps, on ne l'aura pas, je suis désolé, on va prendre des questions, mais ils ont vraiment creusé, que ce soit la jungle, le two-step, le drum and bass et tout ça. C'est beaucoup plus riche que ce que nous, on a connu ici. Enfin bon, c'est des autres sujets. C'est des autres sujets. La société française se polarise et ça a des influences sur les élections. La société française se polarise. Moi, j'ai une question, c'est est-ce que en montrant, en arrêtant de cacher les origines, ça pourrait faire basculer, éviter que des gens, par exemple, si tous les gens qui écoutaient de la house, par exemple, ne pouvaient pas voter Jordan Bardella, par exemple, pour un parti qui est raciste et homophobe. Si tous les gens qui... j'imagine, mais tous les gens qui écoutaient du swing, qui ne savent pas d'où ça vient, qui écoutaient du gospel, qui ne savent pas d'où ça vient, est-ce que vous pensez que ça pourrait permettre justement d'arrêter de polariser et de créer de la haine? Alors, il y aurait un petit effet, mais si la musique, elle a bon dos quand même, tu vois ce que je veux dire? C'est sûr que... En fait, là, ta question, pour moi, elle concerne l'art en général. C'est-à-dire qu'il y a je pense que même si on n'est pas loin de la fin du monde, je pense que si on n'y est pas, c'est parce qu'il y a toujours des formes artistiques qui vont permettre aux personnes de se remettre le cerveau à l'endroit par rapport aux constructions qu'on essaye de leur imposer. Si je réponds un peu à ta question. Maintenant, de là à... Est-ce que le fait de savoir que, voilà, comme tu as dit, les gens qui dansent le swing savent d'où ça vient, les gens qui écoutent de la house savent d'où ça vient, est-ce que ça va changer radicalement ce qui peut arriver d'ici 1 an et demi, 2 ans? Je ne suis pas sûr. Hein. Mais on aimerait, mais je pense que là, pour être franc avec toi, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a beaucoup de comparaisons qui ont été faites, et c'est pas pour ouvrir un autre débat, un truc qu'on pourrait en parler 4 ou 5 heures, mais je pense qu'on parle aussi des différences dans la manière dont des pays colonisateurs, l'Angleterre, les States, la France, sont entre guillemets
l'après-colonisation, la néocolonisation, comment il la gère. Et ça a des effets sur beaucoup de choses. Voilà, qu'on le veuille ou non, hein, comment la musique se crée, comment certaines choses se créent, les rapports entre les gens. Voilà comment les politiques manient les esprits. Et je pense pas que ça peut pas changer fondamentalement les choses, malheureusement. Mais vas-y. Mais ça permet d'ouvrir les esprits. C'est ça. Voilà, c'est ça. Les personnes qui sont averties, qui ont une connaissance et une soif d'apprendre, vont avoir l'esprit plus ouvert. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et moins peur de ce qu'on ne connaît pas. Là, la situation que tu évoques, l'esprit un peu qui enterre les gens, c'est toute la descendance de la pensée coloniale. C'est ça. Qu'on le veuille ou non, c'est Qu'on comme le ça. veuille ou non, ouais. Mais voilà, vous êtes des enfants de la musique, on est des enfants de la danse, on aime la culture et c'est ça qui nous aide à nous réunir. Et je voudrais qu'on termine sur cet aspect-là. Je suis un peu dans le speech, je suis désolé. Voilà, ça, on s'éternise, il y a beaucoup de choses qui sont dites. J'aimerais que le panel de discussion, nos invités, puissent donner quelques mots de fin. Moi, j'ai juste à dire que la musique, pour moi, cette musique techno, c'était comme le jazz, elle n'a pas été acceptée, comme on a parlé. Il y a toujours eu des différences. Mais en tout cas, il y a une chose, c'est qu'elle peut rassembler et elle peut être que positive. Et le but, c'est vraiment de l'apprendre. Moi, j'ai envie de juste te dire, la musique, ça rassemble. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme activité par rapport à ça ? Excusez-moi, j'ai oublié. Alors, moi, je travaille en fait. J'ai monté le nom Synchrophone au sein d'une société. Aujourd'hui, je travaille pour la société Yoyaku, qui est une boîte de distribution. Et je suis revenir parce que j'ai vraiment défendu cette musique, mais que ce soit toutes les musiques. Et donc aujourd'hui, je travaille pour une distribution qui s'appelle Yoyaku. J'ai un label, je continue de DJ aussi. Mais le plus important pour moi, c'est de transmettre ce que j'ai appris. Parce que je viens vraiment de banlieue parisienne. Je viens du hip-hop. J'ai eu un cousin gay qui m'a amené au Palace, dans les gays, où je dansais avec tout le monde. Et pour moi, maintenant, le plus important, c'est de transmettre ma culture, transmettre ce que j'ai appris à des gens. Et si vous avez des questions, tout ça, vous pouvez me contacter. Pour moi, c'est le plus important, c'est de transmettre. Et surtout sur le positif. Et comment ? Comment ? Comment tu transmets ? Parce qu'il y a une plateforme, est-ce qu'il y a quelque chose ? Ouais, il y a un site internet, mais même j'essaye de faire des interviews aussi, d'essayer de donner un peu cette chance que j'ai eue de voyager comme Nick, il était en Angleterre. Moi, j'allais en Angleterre toutes les 2 semaines, 3 semaines aller chercher des disques et surtout de rencontrer du monde, quoi. Et surtout de pouvoir. Je vais essayer même, j'ai voulu rentrer peut-être dans une école, en fait, d'apprendre aussi le métier de producteur, faire de la musique. Et voilà, quoi. J'essaie de faire de mon mieux en tout cas. Moi, je vais pas être très long, mais en tout cas, je trouve ça trop cool d'avoir autant de monde qui soit resté à regarder le film et à nous écouter. Peut-être que c'est des histoires un peu nébuleuses, parfois un peu mais en tout cas, c'est pointu. Mais en tout cas, c'est très touchant de voir tout le monde comme ça. Merci d'être venu. Je sais pas, je préfère te laisser le dire, mais moi, je trouve ça très sympa. Et voilà. Donc, en tout cas. On me retrouve, alors oui, ma prochaine soirée, c'est la prochaine Mona, c'est le 10 janvier, avec un DJ de Manchester, Luc Una. Non, même pas, j'ai pas de famille à Manchester. Ouais. En gros, en fait, c'est comme c'est une vidéo qui est datée, en fait, est-ce que c'est une soirée qui est récurrente ? Voilà. Oui, c'est une soirée qui est récurrente, qui a lieu tous les mois à la Bellevilloise. Voilà, dans les 2 salles de la Bellevilloise. Merci. Ah oui, moi, il y a des choses qui ont été dites. Juste pour le mot de la fin, j'aimerais déjà répéter un peu ce sur quoi Didier a mis le point par rapport à la danse et à la communauté de danseurs qui étaient intéressés à la musique house, et toi aussi qui l'as évoqué, c'est-à-dire cette espèce de lien parce que c'est vrai que quelque part, en France, je parle de la France, la culture de ces cultures de musique électronique, elles sont arrivées, on va dire, tronquées. Quand je dis tronquées, c'est-à-dire que dans les cultures de la musique de la diaspora, s'il y a de la musique, il y a de la danse sociale qui va avec.
Tu vois, par exemple, dans ton club, les danseurs, ils dansaient jazz fusion, mais il y a aussi des jackers, il y a aussi des gens qui jackaient en Angleterre. Et donc en France, c'est arrivé tronqué. Et donc ce que les danseurs issus de la communauté hip-hop ont fait en s'intéressant à la house, c'est comme si ils avaient recollé les morceaux. Ils avaient reconstruit une culture qui était un peu cassée. Et en France, ils ont recollé les morceaux. Ça pas, voilà. Tout seul, ça n'a pas été toujours évident. Donc ça, j'aimerais mettre l'appui sur ce que tu as dit et mettre d'autres mots dessus. Et ça, on ne l'a pas fait exprès, mais je trouve ça incroyable ce qu'on a fait. Ouais. Ok. Ouais. Donc voilà, donc quelque part, voilà, c'est quand même un truc de fou qui a été fait. Et voilà, mais sinon, ouais, qui fait la musique. Achetez de la musique, s'il vous plaît, putain. Achetez de la musique sur les plateformes ou autres. Si vous avez... Les vinyles, c'est vrai que ça coûte cher, je sais, il faut être un peu timbré. Mais voilà, et puis choisissez les bonnes plateformes, quoi. Achetez de la musique sur Bandcamp ou je sais pas si toi, ce que tu proposes à ce niveau-là. Voilà, mais voilà, essayez de soutenir quand vous avez de la thune pour acheter un vinyle, achetez-en. J'en sais rien, moi. Faites de sorte qu'il y ait un cercle vertueux qui se passe pour que quand on ait une prochaine discussion à ce niveau-là, ce ne soit pas juste des discussions pour dire oui, mais c'était comme ça, oui, mais c'est comme ça, oui, il y a mieux à faire, tu sais, que la prochaine fois qu'on soit là, c'est juste pour s'amuser parce qu'on est bien, quoi. Et enfin, pour terminer, moi, ma prochaine soirée, House en nous, qui mélange, enfin qui fait se rencontrer culture afro-américaine, techno, house avec le zouk, le belé, le gros cas. D'ailleurs, je tiens à le dire, Nick, c'est l'un des premiers qui s'est intéressé à ce projet-là et qui a essayé de donner un peu de lumière. Et ben, vous allez avoir un super week-end parce que c'est le 9 janvier. Donc le 9 janvier, vous allez à House en nous. Et le 10 janvier, vous allez à la Mona. Et là, vous allez avoir une vraie expérience de comment nous, on clubait plusieurs jours d'affilée. Ah oui, c'est vrai, comme j'ai dit, c'est vrai qu'on ne fait pas que des soirées, on produit de la musique. Ouais, j'ai sorti deux morceaux dernièrement. Donc le premier, c'est Chat Cat et Terat. C'est un hommage à Robert Loison, un grand maître du gros cas guadeloupéen. Et c'est de la house, avec des rythmes de gros cas dedans. Et le deuxième morceau, c'est Pas découragé au Tony, qui est un hommage également à un maître du gros cas. Et voilà, et il y a des maxi qui sortent, donc surveillez House en nous, il y a plein de choses qui se font. Il y a tout été dit déjà, beaucoup de choses. Non, il faut sortir, il faut faire vivre la musique, il faut faire vivre les lieux, il faut sortir. Voilà, la house, l'avantage de la house, c'est qu'il y a un endroit, c'est le club. Il faut aller faire communion avec les autres, allez, sortir. Vous prenez pas la tête sur vos pas de danse ou quoi que ce soit, vous sortez, vous sentez la musique, vous dansez. La musique, la house, c'est vraiment une musique de liberté, donc ça, faut bien l'intégrer parce que ne serait-ce qu'en entendant la musique, vous allez le comprendre. Il faut sortir avec vos amis, vous pouvez sortir tout seul. C'est peut-être un des seuls styles de musique où on peut aller en club tout seul en se disant je vais retrouver des gens qui vont être comme moi. Les autres styles de musique, souvent, c'est pas ça. On part avec des potes, avec sa famille, on va là-bas. Mais la house, c'est un truc où on va faire une communion. On sait qu'on va là-bas, on va aller danser, on sait qu'on va retrouver ce qu'il faut. Et la musique, c'est l'essentiel. Ensuite, je te rejoins. Il faut faire vivre la musique, c'est-à-dire aussi consommer la musique, c'est-à-dire participer, acheter des disques si vous pouvez. Même donner des dons aux DJ que vous aimez bien. Vous voyez, sur des sites internet, vous pouvez écouter des DJ. Vous donnez même 2 €, 4 €, 5 €. Tout le monde. Nous, ça nous permet d'acheter des disques. Voyez, et l'important, c'est de faire tourner aussi. Parce que moi, l'argent que je gagne dans la musique, il repart dans la musique. Vous voyez ? Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Voilà, et voilà. Et c'est tout ce qu'il y a à dire, en fait. Faites vivre la musique. Si vous aimez la house, voilà, et toutes les musiques en général, comme disait Didier, c'est important. Voilà. Voilà, pour nous, en tout cas, au niveau de la promo, on a un site, on a un bandcamp. On peut acheter des disques de Calomota Records. On a même un label de soul qu'on a fondé en 2003 où il y a des groupes qui jouent régulièrement. Donc c'est pareil, il y a un bandcamp qui s'appelle Q Sounds Recordings. Et voilà. Et sinon, moi, j'ai mon espace sur Mixcloud en tant que DJ sur eardis.at. Vous pouvez écouter plein de mix. Il y a plus de 120 mix.
Voilà, des vieux trucs, des trucs récents. Voilà. Même si un jour vous voulez faire une demande d'un mix particulier, je peux faire ça. Parce qu'on ne sait pas, peut-être que les gens ils ont envie d'entendre tel ou tel artiste, tel ou tel courant de house. On ne sait jamais. N'hésitez pas à demander ça à vos DJ. Ils seront très très contents de partager la musique avec vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Merci Rabat, merci Juste Debout, merci à tout le monde. Alors comme dit Eric, achetez de la musique, achetez français d'abord. On va être chauvin. Parce que on n'achète pas assez français. Achetez des vinyles, parce que souvent, sur les vinyles, il n'y a qu'une seule édition. Il y a des artistes maintenant qui reviennent à l'ancienne. C'est que sur vinyle, pas sur MP3. Aussi, écoutez les podcasts, les anciens podcasts. Pas plus tard qu'aujourd'hui, au travail, j'ai écouté un podcast de Didier d'il y a 10 ans en arrière, au moins, plus de 10 ans en arrière. J'ai redécouvert des pépites. Tout a été dit là, moi je ne vais pas me répéter. On peut me retrouver à Erythmo le lundi. Là, c'est autour de la musique électro. Voilà. On fait un événement tous les lundis avec un DJ set. Mon actu, ma petite résidence, j'ai une résidence à Valencia, en Espagne. J'y vais là au mois de janvier. Et puis, prochaine sortie où il y a le KH qui va sortir dessus sur K Record. Voilà. Et d'autres projets soon, tout simplement. Merci à vous. Bravo. Merci Didier, Nick V, Ricky, Chris et Amou. Merci à vous tous. Faites vivre la musique. Parlez-en à vos amis. Sortez si vous pouvez. Et moi, histoire de faire ma promo perso. Il y a Danse de maison à Grigny. C'est pas là. Ça reprend en 2026. Et je sais qu'il y a mon pote aussi qui fait vivre la musique, là, qui est là, le grand, là. Didou. Il a des projets qui vont bientôt arriver, je le sais. Il va refaire Atmosphère. Demandez-lui. Là, je le dis, je le crie. Atmosphère. Merci à tous. Bravo à vous tous. Faites vivre la musique. Et un kiff pour tout.